Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence à ce webinaire sur le projet de loi C9, loi visant à lutter contre la haine. L'événement d'aujourd'hui est co-organisé par l'Association canadienne des libertés civiles et la Ligue des droits et libertés. D'entrée de jeu, juste vous mentionner, donc on est présentement sur la plateforme Zoom et il est possible qu'il y ait une limite de participation. Si jamais vous connaissez des gens qui voulaient participer au webinaire. On a peut-être un petit enjeu technique en termes de nombre de participants, participantes limite, mais sachez que l'événement est présentement enregistré et sera disponible en ligne tout de suite après. Je me présente, Linda Kellil, responsable de dossiers politiques à la Ligue des droits et libertés. Je vais donc animer le webinaire d'aujourd'hui. Je vais présenter tout de suite les deux panélistes qui vont nous présenter le contenu du projet de loi un peu plus tard. Donc, Anaïs Bussière-McNicol de l'Association canadienne des libertés civiles. Euh, pardon. Donc, Anaïs est porte-parole Québec et directrice des libertés fondamentales à l'Association canadienne des libertés civiles. Et également Lucia Flores Echaïs, avocate criminaliste et militante au Comité surveillance des populations, intelligence artificielle et droits humains de la Ligue des droits et libertés. D'entrée de jeu, avant de commencer l'événement, nos deux organisations considèrent qu'il est essentiel de sensibiliser les populations autochtones aux enjeux liés au racisme et au colonialisme et d'être activement solidaires avec les peuples autochtones dans leur lutte pour leur droit à l'autodétermination. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Tiohtià:ke, et historiquement, qui est donc un lieu historiquement connu comme un lieu de vie et de rassemblement pour plusieurs peuples autochtones, notamment la nation Kanien'kehá:ka. À travers le webinaire d'aujourd'hui, on va comprendre comment le projet de loi C9, s'il était adopté, portera atteinte aux droits de manifester et aux libertés civiles et comment il s'avère un outil non pas de lutte efficace contre la haine, mais de répression des mouvements sociaux. Et à cet égard, il nous paraît important de reconnaître que des mouvements autochtones pour la défense du territoire et pour le droit à l'autodétermination ont et sont encore la cible d'une répression accrue, que ce soit une répression policière sur le terrain ou une criminalisation plus importante par la suite sur le plan judiciaire. Donc, il s'agit d'un profilage politique des personnes et militantes et des personnes autochtones et des militantes autochtones qu'elles subissent et qui n'est pas sans lien donc, avec le projet de loi dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai le rôle de faire une courte présentation du contexte de ce projet de loi. D'abord, le nom complet du projet de loi modifiant le code criminel. Donc, c'est essentiellement un projet de loi qui apporte des modifications au code criminel en ce qui concerne la propagande haineuse, les crimes haineux et l'accès à des lieux religieux ou culturels. Le titre abrégé que vous avez peut-être eu l'occasion de lire à plusieurs endroits, c'est Loi visant à lutter contre la haine. C'est un projet de loi qui a été déposé par le ministre fédéral puis on m'annonce que le problème de limite de participants-participantes est résolu. Donc, bonne nouvelle. Donc, le projet de loi, il est déposé le 19 septembre 2025 par le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser. En ce moment, donc actuellement, en janvier 2026, il est toujours devant la Chambre des communes. Il a passé l'étape, donc le projet de loi de la première et la deuxième lecture. Je vous mentionne ces étapes pour les personnes qui connaissent les processus législatifs au fédéral, mais ce n'est pas nécessaire de vous en rappeler pour une bonne compréhension du webinaire d'aujourd'hui. Actuellement, donc, il est en examen par le Comité permanent de la justice et des droits de la personne qui regroupe plusieurs parlementaires de la Chambre des communes. Et ça, c'est depuis le 6 octobre. Donc, cette étape-là n'est pas terminée encore. Alors, il y a toujours lieu d'influencer et de faire pression sur les députés en vue de porter nos revendications, que je n'ai pas encore dites. La revendication de nos deux organisations est le retrait complet du projet de loi. Et on va vous expliquer aujourd'hui pourquoi. J'en profite aussi pour mentionner que le comité permanent de la Chambre des communes a entendu plusieurs témoins, dont des organisations de la société civile. L'Association canadienne des libertés civiles a été entendue en audition le 23 octobre. La Ligue des droits et libertés, quant à elle, le 6 novembre.
Les enregistrements vidéo de l'ensemble des témoins sont disponibles en ligne et je vous mets à l'instant le lien si vous êtes intéressé à les consulter. Donc, le projet de loi C9, loi visant à lutter contre la haine, est présenté par le gouvernement canadien comme un projet de loi, comme le nom l'indique, mais on va bien se rendre compte que ce n'est pas le cas, un projet de loi qui propose, via des modifications au code criminel, d'apporter de nouveaux outils pour lutter contre la haine. La haine est une problématique sociale importante et grave. Nos deux organisations sont engagées dans la lutte contre la haine, la discrimination et pour le droit à l'égalité de toutes et tous. Mais après une analyse attentive et rigoureuse de ce projet de loi, nous avons été à même de constater qu'en fait, il ne contient pas de mesures efficaces pour lutter contre la haine, mais il contient plutôt de nouveaux outils, de nouvelles dispositions criminelles qui vont plutôt porter atteinte, si ce projet de loi est adopté, de manière injustifiée au droit de manifester et aux libertés d'expression, de réunion pacifique et d'association qui sont protégées par nos deux chartes, la charte canadienne et également la charte québécoise. Donc, C9, en fait, met en péril les droits et libertés des groupes, de l'ensemble de la population, mais aussi des groupes qu'il prétend vouloir protéger. Et il y a donc une opposition grandissante depuis septembre contre ce projet de loi. Et on tient à mentionner notamment une des premières démarches collectives dès le 6 octobre, une lettre collective initiée par l'Association canadienne des libertés civiles, qui a été signée par plus de 40 organisations pour demander le retrait du projet de loi et, dans le même temps, que les parlementaires prennent le temps de rencontrer les organisations de partout au pays pour réfléchir à des mesures communautaires efficaces de lutte contre la haine, parce que tous les enjeux sociaux ne sont pas répondus par de nouvelles infractions au code criminel. Donc, pour le déroulement du webinaire que l'on vous propose, donc, on vous propose un mode de conversation avec nos deux panélistes, Anaïs Bussière-McNicol et Lucia Flores-Echaïs. Et donc, il y a 5 thèmes que l'on va aborder relatifs au projet de loi C9. Et je vais donc inviter les panélistes à nous en parler à tour de rôle. Ensuite, il y aura, pour une durée d'environ 45 minutes. Ensuite, il y aura une période de questions et commentaires. Étant donné que le webinaire d'aujourd'hui est d'une durée d'1 heure et demie et termine à 1 h 30, il sera possible uniquement de poser des questions, de faire des commentaires par écrit dans le clavardage. Si vous avez des questions pendant la présentation par les panélistes, vous pouvez l'indiquer dans le chat ou la conserver pour l'inscrire lorsque le moment de la période de questions va débuter. Je précise que je ne mentionnerai pas votre nom lorsque je vais lire la question, donc soyez à l'aise de l'inscrire. Et je vais partager rapidement une diapositive simplement pour vous montrer quelles sont les dispositions, les enjeux relatifs à C9 dont on va parler. Ce ne sera pas long. Donc, tout d'abord, on va parler de nouvelles infractions criminelles relativement au fait de... J'ai accroché mon ordinateur. Donc, relativement au fait d'intimider ou d'empêcher l'accès à des lieux spécifiques. Donc, on parle de lieux de culte, puis je pense que vous ne voyez plus la diapositive. Maintenant, vous la voyez? Merci. OK. Ensuite, donc ça, on va parler de nouvelles infractions au code criminel qui sont proposées. Dans un deuxième temps, encore de nouvelles infractions au code criminel, cette fois-ci relativement au fait d'exposer des symboles liés au terrorisme ou à la haine. Dans un troisième temps, on va discuter de la proposition dans C9 d'infractions motivées par la haine. Donc, il y aura des aspects juridiques brièvement qui vont être présentés. On aura l'occasion d'approfondir un petit peu la question, tout en comprenant qu'aujourd'hui, on aura
ce n'est pas non plus une présentation qui va rentrer très, très, très en détail dans toutes les technicalités juridiques. L'objectif de notre webinaire aujourd'hui, que je n'ai pas mentionné d'entrée de jeu, c'est de présenter le projet de loi C9 parce qu'on a constaté que trop peu de gens connaissent le contenu de ce projet de loi et à quel point il est, il porterait atteinte s'il est adopté à nos droits et libertés et qu'il porte un nom trompeur. Et souvent, on a constaté que les projets de loi, c'est pas, ce sont pas des enjeux que la population va suivre attentivement. On pense que c'est un peu trop technique, juridique, que ça concerne uniquement certaines organisations spécialisées dans l'analyse de ces dispositions, mais ça concerne l'ensemble de la société parce que, évidemment, ça contient dans plusieurs cas des dispositions qui affectent nos droits et libertés. Donc, dans un quatrième temps, on va parler de la définition de la haine qui est proposée par le projet de loi, de la haine et du discours haineux, et en terminant, la proposition d'abroger le consentement préalable du procureur général en matière de propagande haineuse. Puis, on va conclure en vous présentant un peu où en est actuellement l'examen de ce projet de loi et comment se positionnent les différents partis politiques à cet égard. Alors, si c'est le moment de commencer la présentation. Donc, c'est Anaïs qui va débuter. Donc, le premier thème qu'on va aborder, c'est, donc, Anaïs, si tu pourrais nous parler des infractions qui sont proposées liées à l'interdiction d'intimider et de gêner l'accès à des lieux de culte. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Linda. Et pour commencer à ce sujet-là, je pense que je vais faire un petit détour parce que c'est sûr qu'à première vue, quand on parle d'ajouter des infractions qui interdisent d'intimider ou d'empêcher l'accès à des bâtiments spécifiques, la réaction immédiate de la population est de dire, ben oui, tu sais, on ne devrait pas pouvoir intimider, on devrait pas pouvoir bloquer l'accès à des bâtiments. Et l'organisme que je représente reconnaît bien entendu l'importance, tu sais, de la sécurité publique et de la protection de la sécurité publique. Cela étant dit, la réalité, c'est qu'il y a déjà de multiples protections qui existent, qui sont prévues au Code criminel canadien pour protéger la sécurité publique. Et je vais les réviser très rapidement, juste pour donner à tout le monde un confort quant au fait que la sécurité du public, elle est bien protégée au Canada, incluant dans le contexte de manifestations. Donc, il existe déjà, dans le Code criminel canadien, une disposition qui interdit l'intimidation. Et de manière sommaire, c'est défini comme étant le fait d'inciter quelqu'un à faire quelque chose qu'il a légalement le droit de faire. Et cette incitation-là à ne pas faire quelque chose qu'il a légalement le droit de faire, ben, ce serait fait en usant de la violence, de menaces de violence, suivre quelqu'un avec persistance, surveiller quelqu'un. Il y a aussi l'infraction de harcèlement criminel qui essentiellement en revient à dire si quelqu'un craint pour des motifs raisonnables pour sa sécurité, bien, ça constitue du harcèlement criminel. Ensuite, évidemment, menace à l'intégrité physique ou menace de mort, c'est aussi criminellement proscrit au Canada. L'infraction de méfait aussi, qui est pas tout le temps bien comprise dans sa portée, parce que oui, ça peut équivaloir par exemple à faire du vandalisme sur un immeuble, mais ça peut aussi vouloir dire de bloquer physiquement l'accès à n'importe quel lieu au Canada. Donc, quelqu'un qui, par exemple, dans le contexte d'une manifestation, rentre sur le terrain, sur la propriété privée de quelqu'un, l'empêche d'accéder à son lieu. Je ne dis pas que j'encourage le dépôt d'accusation, mais je dis que c'est très possible que les policiers considèrent que c'est justifié et qu'il y a possiblement une infraction de méfait. Ensuite, par-dessus tout ça, il y a aussi des pouvoirs policiers que les services de police ont en matière ou en vertu de la common law. Donc, par exemple, quand il y a deux groupes de manifestants qui manifestent un peu, une manifestation et une contre-manifestation, bien, ça a été reconnu que les policiers ont le pouvoir de créer de l'espace entre ces deux groupes-là et de maintenir un certain espace pour s'assurer justement que ça ne dégénère pas dans des confrontations plus physiques. Les policiers aussi ont ce pouvoir-là de créer de l'espace pour s'assurer qu'on puisse accéder à des lieux. Donc, même si quelqu'un est sur l'espace public, s'il faut qu'un trottoir soit dégagé pour qu'il y ait un accès sécuritaire à un lieu en particulier, les policiers ont déjà le pouvoir, ça a été reconnu par les tribunaux, d'agir dans ces contextes-là. Donc, une fois qu'on a fait ce long préambule-là, la prochaine question, c'est, ben, qu'est-ce que le gouvernement fédéral veut vraiment venir criminaliser de plus par le biais du projet de loi C9 et quel effet est-ce que ça peut avoir sur les manifestants pacifiques?
Et là, c'est là où on rentre dans les deux infractions dont je vais vous parler en premier. Et les deux infractions réfèrent à la notion que je vais dire qui est, disons, bâtiment listé. Donc, essentiellement, il y a certains comportements qui vont être interdits près de certains lieux en particulier, et ces lieux-là, ce sont les lieux qui servent principalement aux cultes religieux, les cimetières et les lieux qui sont utilisés principalement par un groupe identifiable. Un groupe identifiable, c'est un terme juridique qui essentiellement veut dire, plus communément, là, des groupes minoritaires, des groupes marginalisés, donc une partie du public qui se distingue par des caractéristiques, notamment la couleur de la peau, la race, la religion, l'origine nationale ou ethnique, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, etc. Donc, près de ces lieux-là, il y a certains comportements qui vont être interdits. Et avant de rentrer dans le détail de ce qui va être interdit, c'est sûr qu'il y a deux constats qui s'imposent. Premièrement, c'est que la définition de bâtiment listé, elle a une très large portée. On parle facilement de dizaines de milliers de bâtiments au Canada. Et le deuxième constat, c'est que ces bâtiments-là ne vont pas être facilement identifiables à l'avance par les manifestants. Vous m'avez entendu vous expliquer en gros c'est quoi les catégories. Je mets tout le monde au défi de dire je peux prendre une marche dans mon quartier et savoir avec confiance si je suis en train de passer près d'un de ces bâtiments-là. C'est pas toujours évident. Donc, on garde ça en tête, puis après ça, on regarde quelles sont les nouvelles infractions. Donc, premièrement, intimidation. Une nouvelle définition, une nouvelle infraction d'intimidation, c'est quiconque agit de quelque manière que ce soit dans l'intention de provoquer la peur chez une personne en vue d'entraver son accès à un bâtiment listé. Donc ici encore, on voit qu'on parle de termes très larges. L'intention de provoquer la peur, c'est un concept qui est assez vague, qui est assez subjectif et qui n'est pas du tout défini dans le projet de loi. Donc, on va être dépendant de comment les policiers au début veulent bien l'appliquer et ensuite de comment les tribunaux vont bien vouloir l'interpréter. Et une des craintes que l'organisme que je représente a, c'est qu'une disposition comme ça, surtout dans le contexte actuel où on sait que les manifestations ont créé de l'insatisfaction pour certaines personnes et pour certains membres de certains groupes, ben, c'est une disposition qui pourrait facilement être interprétée par les policiers comme visant des manifestations qui sont pacifiques, mais qui créent de la perturbation, qui sont offensantes pour certains. Et si on prend certains exemples qu'on entend dans les journaux, je pense qu'on peut reconnaître que ce narratif-là qui est croissant au Canada et au Québec, où à partir du moment où il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés dans un même endroit, où les gens font du bruit, où les gens scandent des slogans qui ne se qualifient pas de propagande haineuse, mais qui sont quand même offensants ou peuvent être offensants, mais il y a cette espèce de narratif-là que, mon Dieu, les policiers devraient intervenir, les policiers devraient faire quelque chose. Et c'est dans ce contexte-là qu'on voit une nouvelle infraction d'intimidation qui est avancée par le gouvernement fédéral comme étant le remède à une situation, à une problématique. Mais c'est un remède qui pourrait très bien violer de manière de manière très injustifiée le droit qu'on a de s'exprimer librement au Canada et le droit qu'on a aussi de se réunir dans les lieux publics de manière pacifique pour porter nos messages. Donc, et un volet aussi qui est intéressant quand on considère ce genre d'interdiction-là, c'est le risque qu'elle soit particulièrement utilisée contre les communautés qu'elle vise à protéger, comme le disait Linda, et par exemple les communautés racisées. Et ce qui est intéressant, le Black Legal Action Center récemment a publié des données qui montraient que les manifestations qui sont à prédominance, comme portées de manière principale par des personnes noires, sont souvent considérées par les policiers et par le public comme étant plus agressive, plus inquiétante, plus justement source de peur que si les manifestations sont faites par des personnes qui sont blanches. Donc, on parle ici, bien entendu, de préjugés qui sont conscients et inconscients, et on parle ensuite d'une disposition qui va venir ouvrir toute grande la porte à ce que les policiers aient une super grande discrétion pour justement agir en fonction de leurs préjugés, euh, sans balise claire, et que ça mène à criminaliser des groupes qui sont déjà soumis à une surveillance policière exagérée, à un profilage racial inadéquat. Um, et ça, c'est essentiellement ce que j'avais à dire pour l'infraction en matière d'intimidation. La deuxième, qui est comme sa cousine, qui est ajoutée, c'est une nouvelle infraction en matière d'obstruction. Donc, il est interdit à quiconque d'empêcher ou de gêner intentionnellement l'accès légitime par autrui à un bâtiment listé. Ce que je vous dirais à cet égard-là, c'est que c'est une infraction qui est très, très, très similaire aux infractions qui existent déjà dans le code criminel, particulièrement méfaits, là, dont je vous ai parlé. Mais encore une fois, donc, on voit que le législateur ajoute une nouvelle infraction
présumément, il ne parle pas pour rien dire. Donc, on va rechercher qu'est-ce qu'il cherche à ajouter, à interdire qui n'est pas déjà interdit. Puis c'est là où on se bute à un langage qui est assez large, encore une fois. On parle de gêner l'accès. Et la question se pose, est-ce que ça peut être étendu à des cas où une manifestation, elle est physiquement présente, sa présence est dérangeante, elle ne bloque pas physiquement l'accès à un lieu, mais c'est certain que pour accéder au lieu, ben, le public se sent un peu embarrassé par le fait qu'il y ait une manifestation pas trop loin. Et c'est là où on tombe encore de nouveau dans ce narratif qui essaie de créer une adéquation entre n'importe quelle manifestation qui prend de la place dans l'espace public et le fait que ce serait une nuisance et qu'il faudrait que le gouvernement agisse pour essentiellement s'en débarrasser. Notre position ici à la CSC, puis je sais que c'est partagé par la Ligue, c'est qu'il ne faut jamais oublier les valeurs derrière la liberté d'expression et la liberté de réunion pacifique. Euh, Notamment liberté d'expression, bien entendu, le fait de pouvoir s'exprimer librement, liberté de réunion pacifique, le fait de pouvoir se rassembler en public, et on met ça ensemble dans le but d'être entendu et dans le but de créer du changement. Et pour vous donner un exemple que j'utilise souvent, si je fais une manifestation dans mon salon, je vais déranger personne, mais je vais aussi être entendu par personne. Donc, je pense que comme société, il faut aussi qu'on réfléchisse longuement et qu'on se rappelle l'importance que nos espaces publics puissent continuer d'être utilisés par la population de manière pacifique, de manière non violente, de manière non menaçante, effectivement. Mais on doit être capable, comme société, de tolérer du discours qui peut nous paraître impopulaire, qui peut nous paraître injustifié, et souvent, à l'extérieur des limites dont je viens de vous parler, bien, la réponse à du discours avec lequel on était en désaccord, bien, ça va être plus de discours pour expliquer pourquoi c'est des idées qui doivent être déconstruites, et non pas plus de censure étatique. Donc, en résumé, oui à la protection de la sécurité publique, mais selon nous, elle est déjà très bien protégée par le Code criminel canadien, mais non à la criminalisation de comportements qui sont non violents ou non menaçants, simplement parce qu'ils déplaisent à certaines personnes ou sont dérangeants. Merci Anaïs. Puis tout au long du webinaire, les panélistes vont parfois aussi rebondir sur les propos d'autres. Donc, si Lucia, tu veux rebondir, n'hésite pas. Mais merci Anaïs d'avoir bien montré comment ces nouvelles infractions, non seulement les situations visées, il existe déjà des outils dans le code criminel. Puis en fait, ça pourrait porter atteinte à l'ensemble des mouvements sociaux au pays, ces nouvelles dispositions qui sont proposées. Puis on aura l'occasion d'y revenir dans la période d'échange pour peut-être voir des exemples plus spécifiques qui ont été mentionnés par certains députés ou certains groupes favorables à ces neuf là pour justifier ces nouvelles mesures. On va passer à la le deuxième pan de nouvelles infractions criminelles qui sont proposées dans ces neuf, qui ont trait à l'exposition de symboles liés à une entité pouvant être sur la liste des entités terroristes. Donc, je vais passer la parole à Lucia. Oui, donc cette nouvelle infraction proposée serait de fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable en exposant dans un endroit public un symbole. Puis, avant de passer à la liste, à la question de quels symboles sont visés, je veux donner aussi un peu de contexte sur ce qui existe déjà dans ce qu'on appelle les infractions de propagande haineuse. Donc, il y a l'incitation à la haine contre un groupe identifiable lorsqu'une telle incitation est susceptible d'entraîner une violation de la paix. Et aussi, il y a fomenter volontairement la haine contre un groupe identifiable. Et il y a également fomenter volontairement l'antisémitisme en niant ou minimisant l'Holocauste. Donc, on veut rajouter une autre infraction qui serait à la suite de celle-ci. Maintenant, donc, 3 types de symboles sont visés, à savoir un symbole principalement utilisé ou associé à une organisation dans la liste des entités terroristes. Ensuite, il y a la croix gammée ou la rune double nazie. Et troisièmement, il y a, puis je vais le citer textuellement, c'est un symbole à ce point semblable à un symbole visé aux alinéas A ou B, qu'il est susceptible d'être confondu avec lui. Donc également, avant d'aller plus loin, puisque la notion d'endroit public, elle couvre aussi la sphère virtuelle, donc afficher dans un endroit public peut être aussi le fait de publier des symboles, des drapeaux dans les réseaux sociaux. Donc,
important à garder en tête que symbole, c'est pas juste dans la rue, c'est aussi dans les réseaux sociaux. Notre première critique, c'est que, donc, on le voit bien, la création de cette infraction est liée à la liste des entités terroristes. Donc, pour comprendre notre critique, il faut comprendre notre critique à l'égard de la liste. Donc, c'est quoi cette liste? Instaurée en 2002 suite à la législation antiterroriste adoptée en 2001 suite aux attentats du 9 septembre, du 11 septembre. Donc, à l'époque, diverses organisations se sont opposées à cette liste et n'ont cessé de demander l'abolition de ce régime. Pourquoi? Parce que le processus pour inscrire une organisation est opaque et arbitraire. Donc, c'est le fruit d'une décision discrétionnaire du ministre de la Sécurité publique qui ne respecte pas des garanties en matière de procédure juste et équitable. Euh, Cela peut se baser sur des renseignements non vérifiés. Il y a également le gouvernement du Canada reconnaît lui-même que l'inscription dans la liste ne signifie pas que l'organisation ait commis un crime. Ensuite, on comprend que les conséquences d'être inscrit dans cette liste sont extrêmement graves. Donc, outre la stigmatisation majeure d'état social étiquette de terroriste, les avoirs financiers sont gelés, ce qui a des conséquences aussi pour, par exemple, si on veut contester, la procédure de contestation est très limitée et puis, donc, si on ne peut pas récolter nos avoirs sont gelés, il y a des frais d'avocat, eh bien, on ne peut pas faire une collecte de fonds. Ça rend presque impossible le fait d'être retiré de cette liste. Donc, pour nous, elle compte actuellement 87 entités, ne cesse de s'allonger. C'est pour ça que, selon nous, elle représente, à la Ligue, elle représente une atteinte aux libertés d'expression et d'association, et ainsi aux garanties de procédure juste et équitable, due process. Euh, donc, euh, nous remarquons en fait que cette liste sert plutôt des intérêts politiques, donc défense des intérêts géopolitiques du Canada et ses alliés. Et on le voit que le Canada a historiquement suivi, donc inscrit des organisations suivant le pas des États-Unis, donc suivant la qualification des États-Unis. Puis par ailleurs, au cours de la dernière année, suivant le pas des États-Unis et du président Trump dans sa rhétorique contre le narcoterrorisme, le gouvernement canadien y a ajouté des cartels des narcotrafiquants dont les activités criminelles ne correspondent pas nécessairement à la définition d'activité terroriste dans la loi canadienne. Aussi, parce que c'est important de comprendre un peu le contexte international dans lequel se déploie C9, le président Trump a désigné aussi en 2025 les Antifa comme une organisation terroriste, donc démontrant le risque que des mouvements sociaux et des groupes de la société civile soient désignés comme terroristes par les personnes au pouvoir. Donc, aussi, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a au Royaume-Uni Palestine Action, un groupe d'activistes avait perturbé les installations euh, de avait fait des manifestations, des perturbations et Royaume-Uni a donc procédé à la considération de ces groupes-là comme terroristes et à l'arrestation de centaines de citoyens pacifiques, dont des personnes âgées, qui parlaient de leur dénonciation du génocide, de leur support envers Palestine Action. Donc, euh, ce sont des risques qu'on voit monter de répression arbitraire que l'on voit un peu mondialement. Donc, aussi, puis je vais faire une petite parenthèse. Donc, nous avons, avec la Ligue des droits et libertés et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, récemment également soumis un mémoire au rapporteur spécial sur les droits de l'homme et la lutte antiterroriste, un mémoire qui appelle au rejet du paradigme terroriste, du paradigme de, ouais, du terrorisme parce que la lutte contre le terrorisme, bien que, encore une fois, on est
bien entendu, pour la sécurité et le respect de l'intégrité de tout le monde. Par contre, la lutte antiterroriste représente une cause de violation de droits humains majeure au Canada et à travers le monde. Donc, aussi, il faut remarquer que en termes, donc au niveau du droit international et lors d'un conflit armé, nous avons des outils pour, adresser des crimes, par exemple, qui pourraient être associés à l'étiquette terrorisme. Donc, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc, nous n'avons pas besoin de l'étiquette de terrorisme de ce paradigme-là pour adresser les graves violations qui peuvent avoir lieu. Donc, le droit international humanitaire existe représente un instrument plus fort et moins politisé. Également, en temps de paix, donc le droit interne, il s'applique et au niveau du droit national, donc on a également une panoplie d'infractions qui peuvent s'appliquer pour ce que est considéré terrorisme. Donc, c'est pour ça que nous considérons qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir recours à ce terme qui est voilà, l'objet de violation de droits majeurs. Et donc, fermeture de la parenthèse, vous irez lire le mémoire si cela vous intéresse. Donc, on comprend donc que la liste canadienne, elle a certains problèmes. Et donc, avoir une infraction qui est liée à cette liste-là, eh bien, ça pose aussi des problèmes en termes de liberté d'expression, liberté d'association. Aussi, donc, sans entrer en détails spécifiques, on comprend que l'utilisation des symboles associés à des organisations de libération nationale ou d'autodétermination, donc utilisés par des manifestants dans donc des manifestations pacifiques, par exemple tamils, kurdes ou palestiniennes, dans le cadre, pourrait exposer ces manifestants à des accusations criminelles. Donc, comme j'ai mentionné, c'est une violation importante de liberté d'expression, association, réunion, mais également potentiellement du droit à l'égalité, donc sur les motifs de race, d'origine nationale ou encore de religion. Il faut comprendre aussi que pour l'infraction de fomenter volontairement la haine, la Cour suprême s'est penchée dans l'arrêt Kickstra, qui était une contestation constitutionnelle. Donc, ça signifie que M. Kickstra euh, argumentait que l'infraction était inconstitutionnelle, qu'elle était une violation injustifiée des droits protégés par la Charte, donc la liberté d'expression. Donc, la Cour suprême s'est livrée à une analyse très minutieuse pour cibler, cibler l'étendue de l'infraction de fomenter volontairement la haine et a considéré que cela représentait, oui, une violation à la liberté d'expression parce qu'elle vient restreindre la portée de ce qui est possible de dire en société. Par contre, que cette violation était justifiée dans une société libre et démocratique parce que, voilà, ce qui était visé était assez... ça représentait notamment une atteinte minimale. Donc, nous, on considère que quand on vise des symboles, là, on n'est pas du tout dans l'esprit de la Cour suprême lorsqu'elle parlait de atteinte minimale. Aussi, le libellé, tel que mentionné, donc principalement associé à une entité ou principalement utilisé par une entité, c'est vague et imprécis. Puis, ce que j'avais mentionné, que tout symbole qui peut être confondu avec un tel symbole, évidemment, ça laisse beaucoup de place au discrétionnaire. Parce que on se rappellera que oui, il y a donc au bout d'un chemin de l'arrestation, l'accusation, il y a une décision judiciaire qui pourrait mener à un acquittement, c'est-à-dire un verdict de non-culpabilité. Par contre, avant, il y a toute l'application de la loi par les policiers. Donc, les policiers qui, eux, vont
donc n'ont pas nécessairement des grands bagages en jurisprudence, dans des décisions de la Cour suprême, donc vont effectuer des arrestations basées sur ce qu'ils pensent être, donc sur les motifs raisonnables qu'ils croient avoir sur la commission de l'infraction. Donc, donc voilà, c'est pour, c'est pour ça que selon nous, le fait de mentionner susceptible d'être confondu avec un tel symbole, cela étend encore la portée du texte en la rendant tributaire d'un jugement subjectif du policier. Merci, Lucia. Merci beaucoup de nous avoir expliqué donc, ce deuxième pan de nouvelles infractions proposées. Anaïs, je pense que tu as ouvert ton micro. Oui, oui, ben pour passer en fait au troisième point, là, à moins que tu avais des choses que tu voulais ajouter. Ben, je vais introduire le troisième Ouais. point, donc on peut y aller tout de suite. Donc, le troisième thème, c'est la création d'une proposition de créer une infraction criminelle motivée par la haine. Donc, je cède tout de suite la parole à Anaïs, puisque je vois que le temps file. Merci beaucoup. Donc, essentiellement, cette nouvelle infraction-là, c'est de venir dire si n'importe quelle infraction qui existe déjà dans le Code criminel canadien ou même en vertu de n'importe quelle loi fédérale a été motivée par la haine, ben, une nouvelle, il devrait y avoir deux charges d'accusation pour l'infraction et aussi pour le fait que l'infraction a été motivée par la haine et ça devrait être assorti d'une sentence, d'une peine plus élevée qu'elle ne l'aurait été s'il n'y avait pas eu de motivation haineuse. Euh, à première vue, ça peut avoir l'air de faire beaucoup de sens. Ce qui est important de dire, si on fait un pas en arrière, c'est que la haine, en droit criminel canadien, présentement, a déjà un impact. Et c'est ce qu'on appelle un facteur aggravant. Donc, n'importe quelle infraction criminelle qui a été commise va être assortie d'une peine plus sévère si elle a été motivée par la haine. On parle ici d'une prise en compte qui est faite à la toute fin du processus judiciaire par celui qu'on appelle le juge de la peine. Et le juge de la peine, il se prononce une fois que l'accusé a été trouvé coupable d'une infraction criminelle et une fois donc qu'il n'est plus présumé être innocent et une fois qu'il a eu l'opportunité d'administrer toute la preuve qu'il souhaitait le faire, donc que son droit à une défense pleine et entière a été respecté. Ce que C9 propose, c'est de placer cette prise en compte ou de débuter la prise en compte de l'intention présumément haineuse dès le début du processus judiciaire. Donc, ce ne serait plus au juge de la peine uniquement, mais ce serait au policier, au tout début de l'enquête criminelle, de se prononcer sur est-ce qu'il pense qu'il y avait une intention haineuse derrière un crime allégué. Et s'il pense qu'effectivement un crime allégué était motivé par la haine, bien, ils vont ajouter, comme je disais, un deuxième chef d'accusation. Donc, pas seulement voie de fait, mais ça va être voie de fait et infraction motivée par la haine. Ici, comme je disais, l'accusé va automatiquement être exposé à une peine maximale beaucoup plus élevée. Souvent, la peine maximale va être doublée et même pour des infractions où la peine maximale était de 14 ans, bien, finalement, la peine maximale va être d'un emprisonnement à vie. Donc, on parle vraiment de changements qui ne sont pas anodins. Je dirais aussi qu'en termes de timing, c'est vraiment pas anodin non plus. Parce que ce que ça veut dire de déposer des accusations par le biais des policiers dès le début et de donner cette étiquette-là de crime haineux dès le début, bien, c'est que l'accusé doit porter cette étiquette-là durant tout le processus judiciaire, durant un processus durant lequel il est encore présumé être innocent. Et une des craintes qu'on a, c'est que ça va être très difficile de se débarrasser de cette étiquette-là, même en cas d'acquittement. Donc, il y a certainement une ouverture de notre côté à ce que la haine soit prise en compte dans le cadre de la détermination de la peine, mais on veut que ça soit fait au bon moment. Et on pense que la manière dont le Code criminel est structuré présentement, c'est-à-dire que l'intention haineuse est prise en compte au moment de la détermination de la peine, bien, on pense que c'est beaucoup plus adéquat que de placer ça au tout début, de mettre ça aussi dans les mains des policiers. Et c'est pas de porter un jugement contre eux, mais c'est simplement de dire ils n'ont pas tous les éléments de preuve, ils vont pas nécessairement avoir la version de l'accusé qui a un droit au silence jusqu'à ce qu'il décide de l'exercer ou pas. Et ça va donc être à eux de décider très tôt est-ce que cette agression-là était motivée par la haine. Et c'est là où les préjugés peuvent commencer à entrer en compte. Parce que là, est-ce qu'un voie de fait qui est faite par un membre d'une communauté contre un autre membre d'une communauté qu'on sait qu'historiquement, ils ne s'entendent pas, est-ce que tout d'un coup, le policier va se mettre à se dire ça doit être motivé par la haine et ça ne doit pas juste être parce qu'il y a une motivation personnelle ou de la colère? On rentre vraiment dans des notions très subjectives et on voit certainement un danger que ça soit
encore une fois, instrumentalisés contre des communautés qui sont marginalisées, qui sont minoritaires au Canada et pour lesquelles il y a des biais systémiques bien reconnus, bien étoffés et qui sont très persistants et difficiles à combattre. Je sais que Lucia aussi, elle avait quelque chose qu'elle voulait ajouter quant au contexte vraiment des risques pour ces peines-là qui sont plus élevées. Oui, donc les peines sont augmentées de façon, elles seraient augmentées de façon plutôt excessive. Donc, une infraction qui serait paisible d'un maximum de 2 ans passerait à 5 ans. Donc, une infraction aussi, donc souvent elles sont doublées de 5 ans à 10 ans. Une infraction paisible de 14 ans, elle serait paisible maintenant à perpétuité si, voilà, on l'accuse à travers cette nouvelle infraction. Donc, pour nous, ça nous paraît que ça pourrait clairement mener à des peines disproportionnées et aussi qui rompent avec le principe d'harmonisation des peines. Parce que, donc, il y a un principe en droit criminel qui est pour un même fait avec un contexte similaire, donc, ouais, un contexte similaire, on va essayer d'appliquer la même peine. Donc là, une personne qui serait, par exemple, accusée à travers pas ce processus d'infraction haineuse, voilà, elle serait soumise à, à une certaine peine, en fait, à un maximum de peine, et une autre personne dans un même contexte, mais qui a été poursuivie de cette façon-là, elle pourrait être paisible d'un emprisonnement qui est le double. Donc, surtout en considérant le fait qu'il y a une sous-représentation des populations autochtones, noires et racisées dans le système criminel. Donc, cette disproportion, ce risque de peine excessive est d'autant plus préoccupant. Merci à vous deux. Vous avez bien expliqué aussi, et c'est ce que le barreau du Québec a aussi déclaré, affirmé en audition, que ça viendrait déstabiliser l'architecture actuelle du code criminel. Puis c'est évidemment pas souhaitable d'avoir deux régimes en parallèle en ce qui concerne les infractions liées à la haine. Le prochain thème, donc le quatrième thème, c'est au sujet de la proposition du projet de loi C9 de codifier, donc d'inscrire dans le code criminel une définition de la haine. Puis là, il y a plusieurs explications et nuances qui sont importantes à apporter, donc je vais tout de suite céder la parole à Lucia pour nous en parler. Oui, donc l'arrêt que j'ai mentionné tout à l'heure, donc Kickstra de la Cour suprême, est venu définir donc qu'est-ce que veut dire la haine dans le contexte. Donc, cette définition a servi à pouvoir justement sauvegarder cette infraction parce qu'elle représente une atteinte minimale, vu que la haine est vraiment quelque chose de précis. Donc, c'est un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation. Ah non, pardon. J'ai lu donc la nouvelle définition, en fait, extra. Donc, extra, c'est désigne une émotion à la fois intense et extrême, qui est clairement associée à la calomnie et à la détestation. Donc, la haine suppose la destruction. Puis, donc, la définition qui est proposée dans le projet de loi, c'est un sentiment plus fort que le dédain ou l'aversion et comportant de la détestation ou du dénigrement. Donc, quand on lit ces termes-là, on est préoccupé de voir que le seuil semble être plus bas. Donc, la définition de haine est plus large et elle engloberait plus de, de, de messages, de communication qui sont visés par la définition de la Cour suprême. Après, il faut comprendre euh, que, comme j'ai mentionné tout à l'heure, donc à la fin d'un processus, il y a la décision judiciaire, puis moi, j'espère probablement que même avec à l'adoption de ce projet de loi, les juges vont pouvoir dire non, en fait, il faut se référer à l'arrêt de la Cour suprême malgré ces définitions. Donc, j'espère que ça ne viendrait pas au niveau d'une décision diminuer le seuil.
Cependant, déjà, bon, c'est pas quelque chose de certain et aussi les policiers, eh bien, c'est les premiers qui appliquent la loi. Donc et puis même si une personne reçoit un acquittement au bout d'un processus de 3 ans, eh bien, elle a subi une arrestation, potentiellement une, privation de la liberté pour, une certaine période. Ensuite, elle est soumise à des conditions pendant toute une longue période et également, la stigmatisation, en lien avec une accusation de telle nature et puis, et voilà, le fait de subir un procès, des coups, il y a énormément de conséquences. Donc, même lorsque, il pourrait avoir un bon résultat, disons, au bout de la décision, le fait que, le projet de loi est pas juste au niveau de cette, disposition, mais il permet un pouvoir discrétionnaire plus large aux policiers, ça nous préoccupe. Puis si je peux juste ajouter un tout petit truc, mais en fait, par écho à ce que tu dis, c'est juste important que le gouvernement fédéral soit cohérent. Tu sais, il nous annonce qu'il veut simplement codifier la définition de la haine telle qu'elle a été édictée par la Cour suprême dans certains arrêts majeurs, mais après ça, ils n'ont pas pris le verbatim de ce que la Cour suprême a dit. Donc, c'est un peu, ben, il faut que les babines suivent les bottines. Et il y a eu beaucoup je dirais, de pression par les différents organismes pour dire, ben, si c'est ça votre vraie intention, ben, soyez cohérent avec vous-même. Donc ça, c'est définitivement un gain qu'on espère pouvoir faire en commission parlementaire. Tout à fait, c'est vrai que c'est difficile à suivre parce que si l'intention est de codifier la définition, pourquoi ne pas prendre les termes tels quels? Puis le ministre a dit, mais c'est implicite. Donc c'est implicite. Notre cinquième et dernier thème, c'est la proposition dans le projet de loi C9 d'abroger le consentement préalable du procureur général. Anaïs va nous en parler. C'est assez euh, pas tant juridique, là, mais peut-être que vous pourriez trouver que c'est éloigné de vos préoccupations, mais ça demeure important quand Mhm. on parle de garantie euh, au sein du système criminel. Donc, je laisse Anaïs nous en parler. Merci Linda. Puis oui, c'est un sujet qui est assez technique, mais qui est très important. Donc, pour bien mettre la table, pour que les gens comprennent, habituellement au Canada, puis ensuite on va parler de comment ça se passe au Québec, mais habituellement au Canada, ce sont les policiers qui déposent des chefs d'accusation. Et ensuite, donc, la personne est avisée de ça. Et ensuite, c'est à la couronne, à un certain moment, qui va devoir revenir le fardeau de réviser la preuve qui est disponible. Et si elle pense qu'elle va pouvoir s'acquitter de son fardeau de preuve et obtenir une condamnation, ben, elle va effectivement aller de l'avant. Il y a définitivement une liberté qui est donnée aux policiers d'être les premiers agents là, qui déposent les chefs d'accusation. Maintenant, il y a une particularité pour les infractions en matière de propagande haineuse, plus précisément fomenter volontairement la haine ou nier l'Holocauste, c'est que les policiers ne peuvent pas déposer les accusations seuls. Ils doivent tout d'abord avoir l'accord du procureur général avant d'aller de l'avant. Donc, c'est une protection qui a été mise en place quand les dispositions en matière de propagande haineuse ont été adoptées dans le Code criminel canadien. Et c'était des protections qu'on considère très importantes parce qu'on parle vraiment, quand on parle de propagande haineuse et de criminaliser la propagande haineuse, on parle de criminaliser du discours. Donc, on rentre dans des notions de charte des droits et libertés qui sont importantes, qui touchent bien entendu à la liberté d'expression. On sait aussi que la notion de discours haineux, comme Lucia l'a bien expliqué, elle est très complexe. La Cour suprême, il y a une trilogie de décisions, Keegstra, Taylor, Watcott, dans lesquelles la Cour suprême a essayé de clarifier qu'est-ce qui est vraiment du discours haineux. Et elle a dit, ce n'est pas du discours qui est répugnant, ce n'est pas du discours qui est offensant, ce n'est pas du discours qui est humiliant, c'est vraiment du discours qui vilifie ou déshumanise des groupes identifiables. Et on va tous s'entendre sur le fait que là où la ligne est, ce n'est pas toujours facile. Et si on se donnait ensemble 5 exemples de ce discours-là, est-ce que c'en est du discours haineux ou c'en est pas? Je suis sûre qu'il y a plein de gens raisonnables qui pourraient dire oui, c'en est, non, ça n'en est pas. Donc la ligne, elle est subjective et elle est floue. Donc dans ce contexte-là, il y avait certainement une très grande importance que en amont du dépôt d'accusation, il y ait un œil de juriste, d'avocat, qui se pose sur est-ce qu'il y a effectivement ce qu'on croit être suffisant pour aller de l'avant avec des accusations de propagande haineuse et non pas simplement donner ça dans les mains des policiers qui ont certaines qualités, mais qui ne sont pas des juristes. C'est tout simplement pas ça leur formation.
Donc, ce que C9 suggère de faire, c'est d'enlever ce mécanisme de protection-là, que nous, on appelle un garde-fou, et d'ouvrir la voie à ce que les policiers, bon, non seulement déposent eux-mêmes ces chefs d'accusation-là, mais aussi ça les rend vulnérables à des pressions populaires, à des pressions politiques pour déposer des accusations pour du discours qui ne franchit pas la ligne, qui est simplement offensant, qui est simplement impopulaire, mais qui n'est pas réellement du discours haineux. Mais il y a certainement un effet, en anglais, on dit chilling expression, chilling speech, un effet paralysant si les gens se mettent à être soumis à des accusations criminelles pour du discours impopulaire qu'ils ont tenu en public sur les réseaux sociaux. Et quand bien même les accusations en viendraient à être abandonnées par la couronne, qui réviserait ça dans un second temps, puis qui dirait, ben non, on n'a pas ce qu'il faut, on abandonne les accusations, ben il y a une grosse partie du mal qui serait déjà fait, parce qu'encore une fois, le stigma d'avoir été soumis à ces accusations-là, le coût humain, personnel, financier, émotionnel, il aurait déjà été là. Puis je vais finir en vous donnant aussi l'exemple des poursuites privées. Ça, c'est un mécanisme, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un mécanisme qui existe dans le code criminel où des individus, vous et moi, peuvent tenter de bypasser essentiellement le processus d'investigation des policiers et de déposer, on peut déposer nous-mêmes des poursuites privées qu'on appelle. Évidemment, il y a des mécanismes de protection, donc la couronne va devoir réviser ce qui a été fait et va décider de prendre en charge le dossier ou pas. Présentement, ce mécanisme-là des poursuites privées, il n'est pas possible en matière de propagande haineuse parce qu'il faut l'autorisation du procureur général du Canada avant d'aller de l'avant. Si on enlève cette exigence-là de l'autorisation du procureur général, des poursuites privées pourraient être déposées par des particuliers en matière de discours haineux. Et on a vu, par exemple, en Colombie-Britannique, il y a une députée qui a annoncé qu'elle allait déposer des poursuites privées pour des infractions en matière de terrorisme. Donc, en matière de terrorisme, c'est possible. Donc, c'est très facile de partir de cet exemple-là et de voir où est-ce qu'on pourrait s'en aller si les poursuites privées deviennent possibles en matière de discours haineux. On peut penser donc à une politisation des infractions criminelles et du discours et de l'expression. Et donc, essentiellement, oui, il va y avoir des garde-fous à un certain moment, mais une partie du mal est déjà faite. Maintenant que je vous ai dit tout ça, je peux juste ajouter que finalement, au Québec, c'est pas si grave. Parce qu'au Québec, on a un régime particulier, c'est des règles québécoises, provinciales, qui exigent que de toute façon, au Québec, les policiers, ce ne sont pas eux qui ont l'autorité pour déposer des charges d'accusation. La couronne doit toujours réviser et approuver le dépôt des charges. Donc, c'est comme si on a déjà une règle québécoise qui prévoit cette espèce de screening-là par le procureur général, mais on ne le sait pas, ces règles-là pourraient être retirées et là, on deviendrait tout aussi vulnérable que le reste du Canada si C9 va de l'avant tel que c'est prévu. Et là, je dis si C9 va de l'avant tel que c'est prévu parce que une des choses que le comité qui est présentement en charge d'étudier le projet de loi C9 semble avoir fait, c'est retirer cette disposition-là. Donc, conserver l'exigence que le procureur général du Canada révise le dépôt des charges en matière de propagande haineuse. Ça, on n'est pas encore certain de ça parce que les rencontres du comité sont publiques, mais on n'a pas accès au texte des documents dont ils se parlent. Donc, on en est un peu à devoir deviner qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire, mais il semble y avoir un consensus comme quoi il y a eu un vote et que ce qui serait recommandé à la Chambre des communes et ensuite au Sénat, c'est de garder cette protection-là. Et ça, c'est certainement quelque chose de positif parce qu'il y a beaucoup de groupes, dont la Ligue, dont la CLC, qui ont fait pression auprès des différents députés des différents partis pour faire entendre la gravité d'enlever ce garde-fou-là. Il semble qu'au moins pour ce point-là, on ait été entendu. Merci Anaïs. Là, tu viens justement de nous parler de nouvelles informations en ce qui a trait à l'examen en cours par le comité. Donc, possiblement, on espère le retrait de sa disposition. Est-ce que donc vous auriez d'autres informations sur le déroulement de l'examen par le comité? Puis je précise que les députés qui siègent font partie du gouvernement en place, donc du Parti libéral, également de deux partis d'opposition, donc le Parti conservateur et le Bloc québécois. Il n'y a pas de représentation du NPD sur ce comité. Donc, avez-vous des informations, notamment des nouvelles, des amendements après avoir entendu les organisations de la société civile? Il y a des députés qui ont tenté de proposer des amendements au projet de loi assez inquiétants. Anaïs, as-tu des infos pour nous? Oui, bien effectivement. Donc, comme tu disais, d'habitude, en commission parlementaire, là, le travail des membres de cette commission-là, qui sont tous des députés des différents partis et qui sont reconnus au Parlement fédéral, c'est de réviser le projet de loi tel qu'il a été rédigé
et de voir s'il y a des amendements qui sont opportuns au texte tel que rédigé. Là, ce qui est vraiment inquiétant et particulier, c'est qu'il y a des amendements qui ont été suggérés par certains députés de différents partis pour ajouter une toute nouvelle infraction criminelle qui serait la promotion du terrorisme, donc fomenter volontairement le terrorisme. Euh, et donc ça, pour des gens qui suivent les commissions parlementaires, c'est très surprenant parce que au lieu de juste se pencher sur le texte de C9, on dit ah, ben, j'ai aussi une nouvelle idée pendant qu'on y est. Voici une idée de nouvelle infraction. Et cette nouvelle infraction-là, si elle est approuvée par le comité, ben, elle passerait sans que la société civile, sans que des groupes comme la Ligue des droits et libertés et l'Association canadienne des libertés civiles aient pu aller se prononcer, faire profiter de leur expertise aux députés pour dire attention, là, voici les risques en matière notamment de liberté d'expression. Donc pour nous, c'est très inquiétant juste l'idée qu'une nouvelle infraction soit ajoutée par le comité et qu'il y ait un vote sans même consulter la société civile, premier problème. Après ça, quand on regarde le détail de cette nouvelle infraction-là, ben, je dis détail, je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'on ne sait pas c'est quoi le texte exact de l'amendement qui a été proposé, mais on est capable de suivre assez les rencontres qui sont publiques pour comprendre qu'on parle de créer une nouvelle infraction qui serait, donc ça serait criminel au Canada de faire la promotion du terrorisme. Il y a certains ici qui pourraient dire, ben oui, il me semble que c'est vraiment correct. Là, on ne devrait pas promouvoir le terrorisme en général. Mais quand on rentre dans le détail de comment ce genre d'interdiction-là peut être formulé, bien là, c'est là qu'on peut voir que finalement, ça peut devenir un outil politique pour censurer de l'expression avec lequel l'État ou certains groupes qui ont l'oreille de l'État sont en désaccord. Donc, il faut savoir, comme disait Lucia, que la notion d'activité terroriste s'est définie très largement au Canada. C'est une notion qui est éminemment politique. Et aussi le terme promotion du terrorisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire vraiment juste conseiller à quelqu'un de commettre une offense? Si c'est le cas, je vous annonce que c'est déjà interdit par le Code criminel canadien, donc on n'a pas besoin d'une nouvelle infraction. Est-ce que ça veut vraiment dire, ou est-ce que ça peut être beaucoup plus large, du style minimiser ou relativiser certains gestes qui ont été commis par des entités terroristes ou donner du contexte. Et là, c'est là où on entre dans une espèce de boîte de Pandore qui est assez évidente, où des gens comme vous et moi qui essaient de se positionner en public sur des conflits qui peuvent avoir lieu en dehors du Canada ou même au Canada, bien, pourraient être pris dans le contre-coup de ce genre de prohibition-là et pourraient donc voir du discours qui se voulait non violent, qui se voulait évidemment non menaçant, à être criminalisé. Donc, c'est définitivement quelque chose qu'on va suivre de près, mais c'est certainement une surprise là, en commission que ce genre d'infraction-là arrive. Et un truc que j'aurais dû dire aussi, c'est que on réouvre finalement une boîte de Pandore qui avait été fermée il y a plusieurs années parce que autour des années 2015, il y avait eu une initiative de mettre de l'avant une infraction qui interdisait, c'était pas dit de la même façon, mais essentiellement là, de conseiller, d'encourager, de faire la promotion du terrorisme. L'organisme que je représente, la CLC, avait contesté devant les tribunaux cette infraction-là. On avait dit qu'elle était définie d'une manière trop large et qu'elle portait atteinte de manière injustifiée à la liberté d'expression, qui est protégée au Canada. Et plutôt que d'aller de l'avant avec le litige, le gouvernement avait choisi d'amender la disposition et de la rétrécir au point tel que finalement, c'était vraiment juste de conseiller activement à quelqu'un de faire une infraction terroriste et de l'aider dans cette poursuite-là qui devenait criminalisée. Donc, pour nous, c'est des débats qu'on a depuis des dizaines d'années et on est certainement très surpris de voir qu'ils sont un peu réintroduits par la porte d'en arrière, finalement. Merci, Anaïs. Puis, le contexte de ces propositions en cours d'examen aussi, c'est un des mouvements sociaux qui a été mentionné par les députés pour faire cette proposition. C'est évidemment le mouvement d'opposition au génocide qui a cours actuellement en Palestine, dans la bande de Gaza, et les manifestations qui ont lieu partout au pays de manière constante là, depuis octobre 2023, et les amalgames erronés, donc l'amalgame qui est fait entre la critique des actions et des crimes commis par Israël et l'antisémitisme. Donc, c'est aussi dans ce contexte-là que C9 est introduit, et une des raisons aussi pour lesquelles il y a une opposition à un tel projet de loi. Lucia, il y a d'autres... nous parler la proposition du Bloc québécois en lien avec l'exemption Oui, religieuse. Ouais.
Oui, donc le Bloc québécois avait proposé, puis donc il semble qu'il y a du chemin et que ça serait dans le projet de loi, donc de retirer donc la défense statutaire au fait de fomenter volontairement la haine. Donc, le code criminel prévoit présentement d'avoir de bonnes qu'on ne peut pas être reconnu coupable du crime de fomenter volontairement la haine si, c'est parce que la communication, le message était une opinion sur un sujet religieux qu'on croyait, vrai ou auquel on tentait en fait, sur lequel on débattait, on essayait d'établir le bien-fondé et c'est de bonne foi. Donc, le Bloc québécois proposait de retirer cette exemption religieuse. Nous, évidemment, on considère qu'elle doit demeurer, cette exemption religieuse, parce que la liberté de religion, elle est protégée par la Charte canadienne et donc il est, sans rentrer dans le détail là de les textes, religieux sont considérés sacrés par, les croyants des religions, puis peuvent contenir, des passages qui peuvent être choquants et donc mais ils sont traités ils doivent être traités d'une certaine façon qui est différente, qui prend en compte la valeur de la liberté de religion. Ceci étant dit, l'arrêt de la Cour suprême mentionne que, de Kijkstra, parce que c'est l'arrêt, de principe et que, lorsqu'il mentionne les défenses qui sont là, dont la défense, religieuse, que les cas où vraiment on a tenté d'avoir une opinion sur un sujet religieux de bonne foi, eh bien, normalement, ils vont pas être de fomenter volontairement la haine, telle que la haine a été définie, puis telle que ça a été défini par, le fait de faire quelque chose de volontaire. Donc, ça va être difficile de volontairement, je veux volontairement fomenter la haine et de bonne foi, je m'exprime sur un sujet religieux. Donc, donc même si on enlève cette défense, je crois, et encore une fois, j'aurais espoir que les tribunaux vont tout de même lire que cette défense religieuse, elle y demeure parce que il faut tenir compte de la valeur de la liberté de religion lorsqu'on analyse le contexte et on analyse l'intention nécessaire pour trouver quelqu'un coupable de cette infraction. Mais encore une fois, les policiers, ce sont ceux qui appliquent la loi, ce ne sont pas des juristes. Et donc, ils pourraient, le fait de retirer cette exemption religieuse, eh ben, pourrait faire en sorte que les policiers soient portés à porter des accusations de façon ouais, Plus prompte. plus prompte. Voilà. Mhm. Puis, si je peux juste me permettre Oui. aussi, j'entends souvent la question, mais là, est-ce que ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi au Canada si on se cache derrière notre croyance sincère religieuse? Et la réponse à ça, elle est non. Je veux dire, émettre des menaces à l'égard de quelqu'un, l'intimider, le harceler, inciter à la violence contre un groupe identifiable, ce sont toutes des infractions criminelles pour lesquelles il n'y a pas la défense de croyances religieuses sincères. Donc aussi, c'est juste tout le temps de se rassurer en se disant les choses qui portent effectivement atteinte à la sécurité publique, à la sécurité aussi des groupes vulnérables, elles sont interdites, elles sont bien interdites, c'est bien correct que ce le soit, et il n'y a pas ce genre de défense statutaire-là. Tout à fait. Puis, aussi, même pour, fomenter volontairement pour cette infraction-là, la jurisprudence est remplie d'exemples où c'était des personnes, religieuses, puis qui, utilisaient, des fois des passages ou, leur, religion pour faire donc vraiment de la propagande. Par exemple, certains qui avaient des DVD, puis qui appelaient à donc et puis, c'est pas reconnu parce que c'est pas de bonne foi. Il y a un niveau, il y a un point où c'est pas de bonne foi utiliser, oui, le religieux pour vraiment activement encourager, puis activement vouloir du mal à des personnes. Euh, donc, à ce niveau, la Cour, c'est pas parce que c'est religieux que il y a un passe-droit, là. C'est vraiment un critère, la bonne foi. Ouais.
Euh, Puis pour je renchéris, pour la position de la Ligue des droits et libertés, donc à cet égard, c'est qu'il n'y a pas de démonstration qui a été faite lors de l'examen par le comité, par les membres qui proposent ce retrait de la nécessité, donc une analyse détaillée, rigoureuse pour en faire la proposition. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un peu comme ben, il y a une volonté de, si le gouvernement, le parti au pouvoir, acceptait de retirer cette disposition du Code criminel. En échange, le Bloc québécois proposait d'appuyer le projet de loi C9. Et donc, c'est là où on est très inquiet parce que ce sont, à notre avis, deux registres à discuter indépendamment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avaliser un projet de loi qui est attentatoire au droit parce que en échange, on peut avoir un retrait d'une disposition comme parti politique qu'on souhaite. Donc, c'est sûr que ça peut laisser perplexe des citoyens et citoyennes là, d'avoir lu cela dans les journaux là, à la fin de l'année 2025. Euh, Peut-être aussi vous mentionnez que nous avons eu comme information que le Bloc québécois euh, était en défaveur du projet de loi C9. Donc, s'y opposait et souscrivait à l'ensemble des arguments. En fait, on s'est fait dire à la Ligue des droits et libertés, plus particulièrement, souscrivait à nos arguments pour s'opposer au projet de loi C9. Donc, on espère que les députés, lors des prochaines séances d'examen par le comité, vont se prononcer sur le texte de C9 et tenir compte de la nécessité, de leur rôle de protéger les droits et libertés de la population. Puis donc, en ce moment, les jeux de tractation des différents partis, les jeux de pouvoir se poursuivent. Donc, il y a toujours lieu et toujours nécessaire et pertinent de faire pression et de faire connaître son opposition à ce projet de loi. À cet égard, donc, je veux juste vous montrer qu'il y a une possibilité très rapidement, en quelques clics, de faire connaître votre opposition au projet de loi C9. Donc, c'est la Coalition internationale pour la surveillance des libertés civiles, dont la Ligue est membre, qui propose un projet de lettre aux députés membres du comité. Donc, vous pouvez par vous-même changer le texte du courriel automatisé, vous rentrez vos informations et vous l'envoyez. Donc, c'est un courriel qui va être automatiquement transmis. Et on va mettre donc le lien dans le clavardage, puis on vous invite à partager cet appel à l'action et à l'utiliser vous-même. Si vous êtes une organisation et que vous êtes aussi inquiète en tant qu'organisation, vous avez des inquiétudes, des préoccupations, des oppositions, des questionnements sur le projet de loi, il est très encouragé que vous fassiez connaître vos préoccupations et vos inquiétudes au comité en ce moment même. Donc, on vous encourage à le faire par ce biais-là, mais aussi par vos propres communications directes, en demandant, par exemple, une rencontre aux députés qui, euh, qui sont au Québec, notamment. Malheureusement, comme le temps file, je vais pouvoir uniquement prendre les questions par écrit. Donc, oui, on va vous mettre le lien tout de suite dans le clavardage. Donc, pour la période de questions qui nous reste, j'avais juste, donc il y a eu plusieurs questions dans le clavardage qui ont un peu déjà été répondues, soit en lien avec le contexte ou plus spécifiquement où en est le projet de loi C9. Si je reviens au tout début, en fait, Anaïs, quand tu nous parlais de l'infraction criminelle qui est proposée en lien avec le fait de gêner ou d'obstruer des lieux, donc il y a à la fois l'enjeu de restreindre l'exercice de la liberté d'expression en fonction du lieu. Donc ça, c'est assez rare. On sait que ça existe pour, par exemple, les cliniques d'avortement et ça a été reconnu par les tribunaux, une analyse très, très minutieuse des impacts sur les personnes qui se présentent à ces cliniques. Donc, la nécessité d'avoir un certain périmètre autour de ces cliniques. Donc, il existe dans certains contextes des infractions ou des interdictions en lien avec un lieu, mais c'est assez rare. Il faut en faire une démonstration. Puis, par ailleurs, des fois, il peut y avoir des événements dans ces lieux qui n'ont pas de lien avec la nature du lieu, mais plutôt la nature de l'événement. Donc, est-ce que vous auriez des exemples, Anaïs ou Lucia, à ce sujet? Oui, ben, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est vrai qu'il y a il y a des législations qui existent
à certains endroits au Canada en matière de cliniques d'avortement pour interdire certaines manifestations à proximité. Donc, on appelle ça Bubble Zone Legislation. On crée des espèces de zones tampons près de certains lieux. Je vous dirais que l'association que je représente n'est pas nécessairement une fan là, de ce type de législation-là. Et aussi, ce n'est pas du droit criminel. Hein. Fait que là, on parle vraiment de quelque chose, d'une bébite qui est assez différente. Et aussi, il y a eu des tribunaux provinciaux qui ont reconnu la constitutionnalité de certains types de législation comme ça. On n'a pas de décision de la Cour suprême qui reconnaît la constitutionnalité de cette législation-là dans le contexte des cliniques d'avortement, mais on n'en a pas non plus qui dirait que n'importe quelle limite pour n'importe quelle raison, tant qu'il y a des gens qui se sentent importunés, en effet, c'est correct de limiter la liberté d'expression. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes, puis je sais que c'est pas du tout ce que tu faisais, mais pour le public, c'est important de savoir que c'est pas parce que ce type de loi-là existe pour un contexte très, très précis que l'idée est valide et constitutionnelle et peut être étendue à la guise selon les pressions du jour et les moments du jour. Après ça, tu demandais, est-ce qu'il y a des exemples concrets de comment l'interdiction en matière d'intimidation et d'obstruction pour des accès à des bâtiments listés peut être mise en application? Un exemple frappant qui me vient en tête, c'est évidemment des travailleurs qui travaillent au sein de ces bâtiments-là, de ces institutions-là, et qui voudraient faire des manifestations devant leur lieu d'emploi pour des raisons qui leur sont propres. Ben, cette nouvelle disposition-là, franchement, elle pourrait s'appliquer à eux. Et je sais qu'il y a plusieurs syndicats et groupes de syndicats qui sont très inquiets de cette possibilité-là. Je pense qu'il faut aussi se dire, personnellement, en fait, ben, l'organisme que je représente pense que l'espace public doit pouvoir être utilisé librement par toute la population et que c'est pas parce qu'un lieu existe en bordure de cet espace public-là qu'on devrait redéfinir l'usage qui peut être fait de l'espace public pour s'exprimer. Cela étant dit, c'est quand même important aussi de savoir qu'il y a certaines manifestations près de certains lieux de culte, des synagogues, qui ont eu lieu dans les derniers mois dans différentes provinces ou villes du Canada, dans le contexte où ces synagogues-là accueillaient des événements privés en matière d'immobilier pour vendre des terrains qui sont illégalement occupés en Cisjordanie. Donc ça, c'est des exemples aussi. On parle, évidemment, la synagogue reste une synagogue, continue d'être un lieu de culte, mais elle est utilisée dans ce contexte-là pour des fins qui ne sont pas religieuses, qui sont plus politiques. Et je pense que ça vient augmenter même la légitimité qu'il y a des manifestations en bordure de ces lieux-là s'il y a des gens qui sont en désaccord avec ce qui est en train de se dérouler là. Mais quand je dis ça, je dis tout le temps ça avec précaution dans la mesure où je suis certainement pas en train de cautionner des manifestations qui seraient violentes, qui seraient menaçantes. Ça, peu importe le contexte, c'est déjà criminalisé au Canada. Puis je veux aussi rappeler qu'on n'a pas besoin qu'un bâtiment listé soit utilisé pour des fins politiques pour qu'il soit justifié qu'il y ait des manifestations devant. Moi, je pense que notre position de base, c'est juste que l'espace public devrait pouvoir être utilisé librement par les citoyens. Est-ce que ces droits-là sont absolus? Non, mais les limites doivent être très étroites. Merci, merci beaucoup. Je vois une question, donc des questionnements sur où se trouve la liste des organisations terroristes, donc la liste canadienne, ainsi que la définition de la haine. Donc, on va mettre dans le clavardage des liens vers le mémoire de la Ligue des droits et libertés et celui de l'Association canadienne des libertés civiles. Sur la page d'inscription de l'événement, au bas de cette page, il y avait plusieurs ressources aussi que vous pouvez retrouver, parce qu'évidemment, on a parlé de propositions, de dispositions donc dont on n'a pas lu le libellé complet et vous pourriez être intéressé à lire les mots exacts qui sont proposés dans ces neuf, tout à fait. Donc, toutes ces informations se retrouvent dans nos mémoires. On mettra également le lien vers le projet de loi. Euh, donc, il y a aussi des questions en lien avec les démarches, des rencontres avec des députés. Quels sont les moyens d'action qui ont été adoptés et qui sont de l'ordre de nos deux organisations? Anaïs? Je peux y aller, puis tu peux compléter. Oui, il y a effectivement des rencontres. Tu sais, nous, on est enregistrés comme étant des lobbyistes et nous, notre lobby, c'est les droits et libertés de tous les Canadiens et Canadiennes. Donc, on a certainement des rencontres qui sont répertoriées avec différents députés. On est un organisme qui est non partisan, donc on contacte toujours tous les partis, qu'ils soient au pouvoir, qu'ils soient d'opposition, et on leur livre toujours un message qui est cohérent pour leur expliquer pourquoi on est inquiet par exemple, ici, le projet de loi
C9. Ensuite, est-ce que ces initiatives-là, je disais dans le chat, est-ce que c'est des initiatives qui portent fruit? Est-ce que vous sentez que les députés sont transparents avec vous? Je vous dirais que moi, en tout cas, l'Association canadienne des libertés civiles, comme la Ligue, a le luxe de pouvoir, nous, on n'a pas des considérations politiques. Nous, on est là pour défendre sur une base de principes ce qu'on croit à être les vraies protections qui sont accordées à tout le monde au Canada en matière de droits et libertés fondamentaux. Quand on parle à des députés, c'est évidemment une réflexion différente de leur côté. Oui, ils sont intéressés à entendre notre position juridique basée sur des principes, des valeurs de droits humains, mais il y a aussi un calcul politique qu'ils doivent faire. Donc ça, c'est quelque chose qui est hors de nos mains, en tout cas qui est hors des miennes, et qu'on respecte que ça fait partie de la game. Donc oui, des fois, on se fait dire certaines choses et on apprend après coup que finalement, le parti a pris une position qui était complètement différente de ce qu'on s'était fait dire. Et ça fait partie de la réalité de vivre dans la démocratie canadienne telle qu'elle existe actuellement. Puis du côté de la Ligue des droits et des libertés, peut-être, Lucia, je peux dire, donc on est une organisation indépendante et non partisane également. On n'est pas enregistré en tant que lobbyiste. On fait des demandes de rencontres aux députés lorsqu'il y a des dépôts de projets de loi sur lesquels on met de l'énergie et du temps pour les analyser et se prononcer publiquement. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet de loi. Et on n'a pas encore eu l'opportunité d'avoir de telles rencontres, mais on a pu se présenter devant le comité pour donc déposer notre mémoire et faire connaître notre position. Je dois quand même mentionner, parce que ça arrive peu souvent ou peut-être trop souvent. Donc, c'est Lucia et moi-même qui représentions la Ligue le 6 novembre. On s'était déplacés en personne à Ottawa. La façon de procéder au fédéral là, pour l'étude des projets de loi, plusieurs groupes sont invités durant la même séance, donc une séance d'1 heure et demie. Il peut y avoir 3, 4 groupes qui sont invités. Chaque groupe fait une allocution de maximum 5 minutes. Puis, par la suite, le reste du temps est utilisé pour poser des questions. Donc, les membres du comité de la Chambre des communes vont poser des questions aux intervenants, aux témoins qu'ils ont invités. Ce qui s'est produit pour nous le 6 novembre, c'est que au moment où la période de questions débutait, il y a donc des députés, députés du Parti conservateur qui ont plutôt consacré le temps de la période de questions à déposer une motion sur un autre sujet, sur une décision de la Cour suprême qui était sortie quelque temps plus tôt. Donc, en bout de ligne, ni la Ligue, ni les 3, 4 autres organisations présentes n'ont été interrogées et n'ont eu l'opportunité de répondre aux questions des députés. Puis, on trouve que c'est évidemment très malheureux vu l'importance pour les parlementaires d'entendre la société civile et de prendre au sérieux l'exercice qui est d'écouter la société civile lorsqu'on parle de projet de loi. D'autant plus que c'est un projet de loi qui modifie le code criminel, puis on sait que quand on parle de criminalisation, on parle aussi de privation de liberté, et donc les enjeux sont importants. On arrive bientôt vers la fin du webinaire, donc une personne demande quelle est la position du Barreau du Québec. Le Barreau du Québec a aussi été entendu. Vous pourrez trouver le mémoire et l'audition du Barreau du Québec sur le site web dédié au projet de loi C9. Le Barreau a émis de nombreuses réserves sur l'ensemble du projet de loi. Donc, critique envers ce projet de loi qui s'inscrit dans un contexte où, au Québec aussi, donc, il y a de nombreux projets de loi qui se succèdent. Donc, on a un peu le tournis, autant l'Association canadienne des libertés civiles que nous, c'est-à-dire par la frénésie des projets de loi qui sont déposés et qui sont attentatoires aux droits et libertés et qui visent à affaiblir les contre-pouvoirs et les possibilités d'action réelles là, de la population et des organisations. Donc, là, je vois, c'est encore une autre question en lien avec l'intimidation ou l'obstruction à des lieux précis. Donc, ça rejoint un peu ce que tu avais déjà dit, Anaïs. Pour le mot de la fin, puisqu'il reste quelques minutes, comment vous situez le projet de loi C9 en termes de lutte contre la haine? Parce que en audition, il y a des organisations qui ont mentionné ne jamais avoir été consultées, des organisations qui représentent des groupes qui sont visés
par des propos haineux, des comportements haineux, et qui ont déploré ne pas avoir été rencontrés au préalable avant le dépôt du projet de loi et avoir des propositions qui ne sont pas du registre de la criminalisation, des propositions concrètes qui permettraient de protéger les communautés sans avoir à passer par le code criminel. Donc, peut-être, si chacune de vous, pour le mot de la fin, que devrait être une lutte contre la haine efficace? Mhm. C'est une super belle question, puis je pense que tu le définissais bien en disant que c'est un fléau qui afflige en particulier certaines communautés qui sont minoritaires, qui sont marginalisées, qui sont vulnérables. Et je pense que ces communautés-là doivent être mises au cœur de la réponse et du remède et des solutions à la situation. Et c'est certainement déplorable d'entendre que d'un même souffle, le gouvernement fédéral prétend vouloir faire ça pour protéger les communautés, mais que finalement, il n'est pas allé les entendre, puis il n'est pas allé leur demander qu'est-ce qu'elles étaient les solutions. C'est dans ce contexte-là que la lettre qu'on a envoyée, qui était signée par une quarantaine d'organisations, qui se disaient tous euh, ou la majorité se disait vivre quotidiennement avec les conséquences de la haine, mais qui était quand même en désaccord avec ces neufs, ben, c'est dans ce contexte-là que la lettre, je pense qu'elle était particulièrement importante. Donc, pour en venir à c'est quoi les solutions? Ben, des solutions qui placent les communautés marginalisées et vulnérables au cœur de la problématique, qui leur donnent des ressources et une plateforme pour développer de concert avec le gouvernement fédéral ce qu'elles voient comme étant des solutions. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de tout ce qui a trait à l'éducation, à la prévention, à détruire des narratifs qui sont pervers, qui sont discriminatoires, et vraiment donner des ressources aux communautés pour s'exprimer à ce sujet-là. Moi, de manière générale, là, ce serait ce à quoi je pense. Oui, donc la haine, puis l'intolérance, la discrimination sont des phénomènes complexes. Et puis je pense que le droit criminel est une réponse répressive qui peut être nécessaire dans certains cas, mais on n'est pas du tout dans la prévention, je crois, lorsqu'on vise uniquement sur cette voie-là. Donc, dans la prévention, il faut voir je crois les racines, structurelles et voir aussi, heu, je pense, les politiciens devraient aussi penser à leurs responsabilités. Donc, lorsqu'ils parlent dans les médias, lorsqu'ils proposent des projets de loi qui atteignent au droit à l'égalité, qui s'installent dans un narratif qui polarise, un narratif qui peut marginaliser certaines communautés. Donc, je pense qu'on le voit, en fait, il y a d'autres projets de loi dans lesquels la Ligue des droits et libertés, puis les CLC est impliquée, qui minent nos droits et libertés. Et donc, je pense que ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'eux, ils sont connectés à l'augmentation de la discrimination, à l'augmentation des préjugés dans la population, et puis travailler au niveau de cela, au lieu de viser sur la répression et la criminalisation qui, comme on l'a mentionné, comporte plusieurs failles et malheureusement aussi vise disproportionnellement, en fait dans les faits, pas vise, pardon, mais Affecté, ouais. va affecter disproportionnellement les communautés marginalisées. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à toutes les personnes qui se sont connectées sur l'heure du midi. Merci aussi à mon collègue Claude qui a assuré le soutien technique dans le clavardage. Donc, vous pourrez retrouver sur nos réseaux sociaux, donc les liens ont été partagés. Suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus sur l'évolution en lien avec le projet de loi C9. Puis, on vous encourage à manifester votre opposition, vos questionnements, vos inquiétudes à l'égard de ce projet de loi. Puis pour répondre à une question qui avait été posée à laquelle que je n'avais pas mentionnée, oui, ensuite, après l'étape d'examen par la Chambre des communes, il y aura l'étape d'examen par le Sénat. Donc, il y a encore moyen de faire changer ce projet de loi et d'en obtenir peut-être même le retrait. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci à toi, Linda, pour l'organisation et la gestion.